Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez Station B sur le site de la station www.lastationb.fr ou sur le DAB+. C'est l'heure de votre émission préférée, l'Obsédé textuel. Je m'appelle Alain David et aujourd'hui, j'accueille à la technique, je salue Karine. L'Obsédé textuel, c'est une émission mensuelle, mais qui est diffusée tous les samedis en replay à midi, et qui met en scène un auteur, une autrice, normand ou normande, et un livre publié cette année ou à paraître. Alors aujourd'hui, pour le 5e numéro de la saison, j'ai le plaisir d'accueillir en studio Catherine Boissel pour son roman « Celui qui vient avec l'orage » et qui est paru aux éditions des Presses de la Cité en mars de cette année, en mars 2024. Bonjour Catherine. Bonjour Alain. Comment vas-tu ? Bien, très bien. Merci. Bien Catherine, avant de commencer l'émission, j'ai pour habitude de présenter mes invités. Je vais donc te présenter et puis tu complèteras, si tu le souhaites, ta présentation. D'accord. Donc Catherine, tu as grandi dans le Calvados, à Isigny-sur-Mer. Oui. Et donc Isigny-sur-Mer, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit bourg au cœur du Bessin et des marais du Cotentin. Enfin, du Cotentin ou... Du Cotentin et du Bessin. Voilà. Du Bessin et du Cotentin, comme on veut. Bien, Catherine, tu me disais que cette période de ta vie, l'enfance, donc t'apparaît aujourd'hui comme une période enchantée. Ah oui, tout à fait. Ce fut une période de liberté. J'avais des parents extraordinaires qui me faisaient confiance et qui me laissaient toute bride sur le cou, enfin la bride sur le cou, à une époque où, ma foi, ce n'était pas très dangereux dans un petit bourg comme Isigny. Ah, tu parles de bride, justement, tu étais passionné, alors je rebondis, tu étais passionné de chevaux. Ah oui. C'est toujours le cas ? Oui. Enfin, moins puisque je ne monte plus pour des raisons de santé. Mais oui, j'étais dès l'enfance et puis surtout l'adolescence et jusqu'à dans ma grande jeunesse. Et puis jeunesse, oui, j'adorais les chevaux et j'adorais monter. Oui, on verra peut-être que dans ton livre, les animaux ont une importance particulière. Oui. Alors, Catherine, tu as fait des études à Bayeux et à Caen, et après une carrière à l'Éducation nationale où tu as occupé des postes différents postes, dans différents services. Tu te consacres désormais à l'écriture. D'abord des policiers médiévaux, chez Corlet éditeur, voilà. C'est bien ça. Et puis ensuite des romans historiques aux Presses de la Cité, France Loisirs, depuis 2017. Tu as publié notamment une chronique familiale en 3 volumes et un roman consacré plus spécifiquement donc au débarquement. C'est de ce roman dont nous allons parler aujourd'hui, Celui qui vient avec l'orage. Alors, tu as un roman en cours, je crois, un prochain roman ? Oui, j'ai un prochain roman qui va paraître au printemps, là, en avant-première déjà aux éditions France Loisirs, et puis ensuite en mars 2026 aux Presses de la Cité. D'accord. Donc, ça veut dire qu'on se reverra aussi. Ah bah, probablement, j'espère. Et alors, je sais, pour t'avoir vu, notamment sur Facebook, je crois, que tu as un hobby, c'est la photo amateur. Oui. Tu tiens au terme d'amateur, mais tu es photographe d'oiseaux marins. Oui, parce que je suis vraiment amateur, c'est-à-dire que je n'ai pas la prétention de faire des photos d'ornithologue, mais ce que je tiens à faire surtout, c'est les photos de groupes d'oiseaux, les relations qu'ils entretiennent entre eux. Et je trouve que c'est un exemple de tolérance quand on voit un goéland qui protège tout un groupe de petits bécassos. Les petits se mettent sous la protection des grands. Toutes les espèces se mélangent. Et les couples sont très attachants. Ils ont des manifestations d'affection et d'amour qui sont extrêmement touchantes. Et moi, je sais que j'adore les goélands, j'adore les cormorans, qui ne sont pas des oiseaux qui ont une réputation de nuisibles. Et moi, je trouve que ce sont des oiseaux extrêmement attachants. Moi, franchement, plus je les vois, plus je les aime. Très bien, c'est vrai que c'est une relation entre l'homme et l'animal qui est à repenser peut-être. Oui. Alors là, on recadre un petit peu sur ton livre. Donc je rappelle le titre, Celui qui vient avec l'orage, dont vous pourrez d'ailleurs trouver
les références sur le site de l'émission. Alors, Catherine, donc, pour présenter ce livre globalement, est-ce que tu peux nous parler de la genèse du livre ? Comment est-ce qu'il est né, ce livre, en quelque sorte ? Alors, c'est très rigolo, puisque ce livre, en fait, est né d'un synopsis raté. Puisque l'éditrice, la directrice littéraire de la collection, aux presses de la Cité, m'avait demandé un thriller contemporain. Donc, bon... Alors, j'étais pas très, très inspirée, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, j'avais ressorti de mes archives le synopsis d'une histoire que je racontais à mes amis dans une cité universitaire des États-Unis. Et donc, je l'ai un peu adapté à la France, enfin, etc. Et puis, je l'ai envoyé. Et puis, la réponse, 2 jours plus tard, n'a pas tardé à venir. C'était « Oh ben non, je ne suis pas convaincue, c'est trop noir, c'est trop violent ». Et Clarisse Hénaudot, donc l'éditrice, me dit « Mais écoute, par contre, il y a un personnage secondaire qui m'intéresse beaucoup. C'est cet Amérindien dont le grand-père a débarqué. » sur les plages normandes en juin 1944. Là, il faut que tu me fasses quelque chose sur ces soldats amérindiens. Ouais. Et donc, je n'avais que ce petit fil rouge, bien sûr, parce que je n'ai rien repris de mon pseudo-thriller. Et si ce n'est peut-être le personnage du pervers narcissique, mais ça, on y viendra peut-être après. Et donc, j'ai fait la partie historique. Alors, je me suis vraiment beaucoup documentée sur les GIs amérindiens. Parce que bien sûr, je savais qu'ils existaient, mais bon, je ne m'étais jamais documentée. Et donc, j'ai trouvé, grâce à un article de Ouest France, que des Code Talkers Comanches, 13 jeunes gens, avaient débarqué à Utah Beach. Alors, c'est très important, je me permets de te couper, Catherine, les Code Talkers, pour les Anglais que nous sommes, les anglophones que nous sommes, ça parle. Mais est-ce que tu peux préciser ce qu'est un Code Talker ? Alors, un Code Talker, c'est celui qui parle le code. Donc, ce sont 18 jeunes Comanches. 18 au départ et 13 ont débarqué. Donc, dans mon roman, il y en a 14 parce que j'ai forcément inventé un personnage puisque je ne pouvais absolument pas utiliser une identité réelle par respect pour ces jeunes Code Talkers. Donc, un Code Talker, c'est celui qui parle le code. Donc, ces jeunes gens, ils étaient Comanches, ils étaient engagés volontaires, ils avaient été formés pendant 3 ans aux États-Unis, à la fois à l'art de la guerre moderne, bien sûr, et aussi, ils ont, avec l'aide d'un major américain blanc, ils ont construit un code secret pour crypter tous les messages importants. Et donc, leur rôle, à partir du débarquement et jusqu'à Berlin, puisqu'ils sont allés jusqu'à Berlin, c'était de crypter des messages et de les envoyer à l'état-major. Comme ça, les Allemands ne pouvaient absolument pas les déchiffrer. Et en même temps, ils devaient poser les films téléphoniques et les relever, souvent de nuit, ce qui était extrêmement dangereux. Et donc, ils n'étaient pas protégés du tout. Et en plus, dans la bataille des haies de Normandie, par exemple, où il n'y avait pas tellement de messages, ils devaient se battre exactement comme les autres. Voilà. Comme les autres djihadistes. C'est des fantassins, je précise. Oui. Alors, le livre n'est pas un livre d'histoire, dans le sens où c'est pas l'œuvre d'une historienne, c'est un roman, une fiction, qui se déroule justement à 2 époques différentes, mais aussi à 2 endroits différents. Voilà. Donc, 2 époques différentes. Pourquoi ? Parce qu'on suit, en fin de compte, Joseph, qui est le fameux Code Talker Comanche. Donc les Comanches, pour situer, c'est une communauté qui vivait dans les plaines de l'Oklahoma, si j'ai bien compris. Oui, et puis autant de l'Empire Comanche, du Texas jusqu'au Mexique. C'était de grands commerçants, de grands chasseurs. Enfin, c'était vraiment un empire avec une organisation très, très régulée.
évidemment pas un empire avec un empereur au sens où on l'entend, mais quand même c'était une organisation, c'était de grands commerçants, c'était une très grande culture, comme Voilà. toutes les civilisations amérindiennes d'ailleurs, toutes sont des grandes civilisations. Et les Comanches, grands amateurs de chevaux, Oui, d'ailleurs, voilà. aussi. Oui. Et donc, excellent cavalier. Voilà. Donc, on disait, donc ton livre commence aux États-Unis par une scène. Donc, on va pas tout dévoiler, bien sûr, du livre, parce qu'il faut laisser un petit peu de suspense. Mais le livre commence quand même par le décès de Joseph. Et ce décès donc entraîne beaucoup de choses, puisque le petit-fils de Joseph, Chayton, va se rendre sur les lieux où habitait son grand-père et là va découvrir un pan du passé de son grand-père, ce qui va l'amener en France, enfin en France, même en Normandie, chez nous, ici, dans le Bessin. Alors, est-ce que tu peux présenter le personnage de Chayton, qui est un des deux personnages principaux du livre? Oui, alors Chayton, c'est un avocat désargenté amérindien, donc à la fois Comanche par son père et Lakota, c'est-à-dire Sioux, comme nous disons en Occident, et Sioux par sa mère. Et donc Chayton, c'est un garçon ses parents ont divorcé très tôt. Et donc, c'est un garçon qui a été élevé par son grand-père dans le respect de la culture amérindienne. Et donc, il ne peut pas concevoir que ce grand-père qu'il a toujours connu, respectant les coutumes, respectant les traditions, vivant en solitaire dans sa petite ferme misérable, et était 80 ans auparavant un jeune homme avide de culture des Blancs, qui avait envie de vivre comme les Blancs, qui s'est engagé et qui est parti en Europe pour défendre les États-Unis. Là, ça, vraiment, Chayton, ça le dépasse. Et il pressent aussi à la lecture du journal intime de son grand-père, donc qui est la façon pour le lecteur aussi de découvrir la vie de Joseph, pendant le débarquement, tout ce qui lui arrive. Et donc Chayton pressent un mystère, qu'il s'est passé quelque chose de douloureux pour Joe en Normandie, qui n'a rien à voir à proprement parler avec tout l'aspect militaire de la guerre, mais que c'est un drame personnel. Et donc il aime tellement son grand-père, il le regrette tellement, il est inconsolable du décès de son grand-père, et donc il va partir en Normandie, alors évidemment au bout d'une année, parce qu'il lui faut le temps de s'organiser. Et donc il va mener une enquête, alors on ne va peut-être pas dire comment. Non. Voilà. Non, mais voilà. Donc c'est un livre aussi. Alors c'est un livre très dense, ton roman. Il y a beaucoup de choses dedans, et notamment justement, on se fait une petite idée des relations que peuvent entretenir les Amérindiens de cette génération de Chayton, donc un jeune Amérindien, et avec son pays, les États-Unis. Voilà. Je pense que là, on voit que c'est pas facile. Ah non, et encore, Chayton est relativement privilégié grâce à ses origines comanches et quand même à sa profession d'avocat. Mais il n'est qu'avocat pénaliste. Et aux États-Unis, contrairement à la France, par exemple, les avocats pénalistes sont en bas de l'échelle. Voilà. Ouais, d'autant plus qu'il est souvent avocat nommé d'office, quoi. Voilà, nommé d'office auprès de ses frères de sang, donc qui n'ont pas d'argent. Et donc, c'est un avocat qui, comme on dit, qui tire un peu le diable par la queue, mais qui est quand même, c'est un garçon qui aussi a le désir de préserver sa culture. Voilà, de préserver la culture des ancêtres, aussi de revenir à la culture des ancêtres, comme beaucoup de jeunes Amérindiens actuellement. Oui. Ouais. Alors, en arrivant en France, en Normandie, Chayton va rencontrer une autre étrangère dans son propre pays. Donc, le deuxième personnage important du livre, qui est Léa. Léa, qui est une jeune femme de la région de Paris, je crois, de la région parisienne, qui est venue donc s'installer en Normandie. Est-ce que tu peux nous parler de ce personnage ?
Alors Léa, c'est une jeune femme qui est un peu fracassée par la vie, puisqu'elle sort d'un divorce extrêmement douloureux avec un mari, ouais, disons le mot, un pervers narcissique. Et donc, eh bien, Léa a décidé de changer de vie, c'est-à-dire elle liquide tout son passé parisien de cadre dans une grande entreprise que je ne citerai pas, à la Défense. Elle vide son carnet d'amis sur son téléphone et puis elle s'en va ouvrir un café-épicerie au fin fond des marais du Cotentin. Et dans un désir de renouer aussi avec les paysages de son enfance, puisqu'à l'origine, elle est de cette région, elle est originaire de cette région, et elle en a gardé évidemment un souvenir ébloui. Et donc, elle espère qu'elle va pouvoir se reconstruire, comme on dit beaucoup, d'expression qu'on utilise beaucoup actuellement. Et donc la voilà dans le village, alors où évidemment c'est l'étrangère, hein, c'est la néo-rurale, c'est la hors-scène, mais finalement elle est bien acceptée. Alors dans un premier temps, Voilà. Dans un premier temps, parce que ce qui va changer complètement la donne, c'est l'arrivée un peu inopinée de Chayton. Et Chayton est recueilli, donc un soir d'orage, par Léa. Et alors là, ce qui devait arriver arriva. Les deux se retrouvent et tombent dans les bras l'un de l'autre, n'est-ce pas ? Oui, c'est un coup de foudre. C'est vraiment un coup de foudre. C'est le moins qu'on puisse dire, mais bon, moi je crois au coup de foudre, hein, voilà, j'y crois. Et là, c'est vraiment un grand amour qui s'installe. C'est un peu l'aspect romantique de ce livre, en fait, qui est assez dur, autrement par ailleurs, hein. Aussi bien quand il évoque le débarquement que par la condition des Indiens aux États-Unis. Et donc Alors, oui. C'est un coup de foudre en effet, et c'est un petit peu un parallèle entre. En tant que lecteur, en tout cas, j'ai fait un parallèle entre ce qui va leur arriver et puis le coup de foudre aussi qui a eu lieu 80 ans auparavant. Alors, oui. Je ne veux pas dévoiler toute l'histoire, hein, mais on va dire que si Chayton est là, c'est qu'il va enquêter sur son grand-père et on va découvrir pas mal de choses. Alors, donc, il y a des allers-retours aussi, ça tu peux nous en parler, Catherine, avec un journal écrit par le grand-père, par Joseph, donc en juin-juillet 1944. Oui. Alors, quel est ce journal, en fait ? Eh bien, en fait, là, je prends un peu des libertés avec l'histoire, puisque les GIs, évidemment, n'avaient pas, surtout les Code Talkers, n'avaient pas le droit d'écrire un journal intime au cas où ils se feraient prendre par l'ennemi. Mais là, c'était une solution, je dirais, de commodité, et puis assez vivante, en fait, pour raconter au jour le jour les péripéties, les sentiments de Joseph. Et pour ce faire, je me suis inspirée des souvenirs authentiques de 3 Code Talkers survivants qui, dans les années 90, ont été interrogés par un chercheur texan, William Meadows. Et donc, il a recueilli leurs propos. Entre eux et lui, c'est noué une véritable amitié. Donc, ils lui ont fait confiance, ils lui ont vraiment tout dit. Et donc, ce chercheur, et bien après, a écrit un livre dans lequel il rapporte leurs propos mot à mot. Alors, ce livre, évidemment, m'a bouleversée, parce que on avait vraiment l'impression de suivre ces garçons dans leur découverte un peu difficile de la Normandie, et notamment du Cotentin, et puis de tout ce qu'ils ont vécu, de leur étonnement aussi. C'était quand même des jeunes gens qui sortaient des pensionnats indiens. Donc il faut maintenant on parle des pensionnats indiens, on sait comment ça se passait à l'intérieur de ces pensionnats jusque dans les années 70, et donc c'était des garçons qui n'avaient jamais connu le fait d'avoir de l'argent dans leur poche, voilà. Et donc, ils sont vraiment touchants, quoi, vraiment naturels, avec une certaine naïveté qu'ils ont perdu bien vite d'ailleurs, hein, avec la guerre. Et j'ai trouvé que ce livre était extrêmement touchant, voilà. Et donc, je m'en suis servie. Et tout ce que je rapporte est vrai, un petit peu, évidemment.
adapté au personnage de Joe, mais les anecdotes sont vraies, sauf celle avec le sergent texan raciste que j'ai inventé parce que je voulais vraiment montrer le racisme aux États-Unis. D'accord. Dans le livre, on sent une tension qui monte, hein, une tension dans les rapports entre les personnages. Comme tu disais, c'est un livre assez dur finalement. Et cette tension s'accroît au fur et à mesure. Alors il y a plusieurs sources de tension dans le livre. Il y a des lettres anonymes. Il y a des animaux qui sont blessés. Volontairement, mutilés. Voilà, mutilés. Voilà, exactement. Oui. On sent que la présence de Chayton dans les villages ne plaît pas, hein, ne plaît pas à tout le monde. Il y a aussi, ça on le découvre assez vite, donc un fameux 17 juillet 1944. Alors on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, on le découvrira un peu plus loin dans le livre, mais cette date apparaît régulièrement dans le texte comme une espèce de rappel de voilà, il s'est passé quelque chose ce jour-là qui fait que et peut-être que les personnes qui étaient là à ce moment-là n'ont pas envie d'en parler ou de s'en rappeler en tout cas. Non, parce qu'en fait, il y a l'omerta, comme dans beaucoup de villages, c'est un milieu fermé. Et donc, Chayton et Léa, puisque Chayton parlant très mal français, c'est Léa qui pose les questions. Alors Léa, là, va redevenir la parisienne, c'est-à-dire l'étrangère, et parce qu'il dérange en fait, parce qu'il y a des familles qui sont compromises. Et depuis 80 ans, on ne voulait plus en parler, c'était un secret peu avouable. Hein. Il y a eu un meurtre, hein, parce que c'est quand même un meurtre. Et donc, et le pauvre Joe s'est trouvé pris dans, on ne va pas dévoiler l'histoire, mais le pauvre Joe s'est trouvé par amour, s'est trouvé pris dans cette histoire. Quoi. Et on a toujours ressenti une grande culpabilité. Oui. Le personnage, donc Chayton, a prévu de rester quelque temps en Normandie, mais de repartir. Hein. Il n'a pas l'intention, visiblement, de rester vivre en Normandie. Alors tu me disais à parté que c'est tout à fait impossible qu'un Amérindien, peut-être un Comanche en tout cas, quitte définitivement ces terres. Oui, je pense que la seule exception que je connaisse, c'est ce vétéran amérindien qui a épousé une Autrichienne, qui habite, je crois, dans les environs de Bayeux, et donc qui a d'abord vécu en Autriche. Et donc ensuite, mais c'est la seule exception. Non, les Amérindiens, c'est vraiment un lien, c'est la terre-mère. Donc c'est un lien quasi... Voilà, c'est le cordon ombilical qu'on ne peut pas couper. Et c'est pour ça qu'ils ont énormément souffert, qu'ils souffrent encore énormément quand l'État américain, états-unien, profane leurs lieux sacrés. Pour eux, c'est un arrache-cœur, c'est plus que ça encore, c'est un blasphème, un sacrilège. Oui. Alors c'est aussi ça aussi c'est une source de tension dans le livre, car on sait que Chayton ne va pas rester. Alors est-ce que Léa va suivre ? Est-ce qu'on va aboutir à une rupture ? Voilà, ça on ne le sait pas. Et puis il y a une autre source de tension, c'est Chayton a promis à une autre, à une personne à San Francisco de se marier avec elle. Oui. Voilà, donc il est tenu par sa promesse, attention. Oui, mais oui. Alors, dans l'extrait que nous allons lire ensemble, toi, Catherine et moi, eh bien justement, on retrouve plusieurs thèmes qui apparaissent dans le livre. Le fait que Chayton ne va pas s'installer en France, est-ce que Léa va suivre ? Comment sait-il que Léa va suivre ? On sent aussi dans cet extrait que Chayton est aussi étranger à son pays, que Léa semble étrangère à la terre qu'elle a élue. Voilà, dans l'extrait aussi, on va voir qu'il y a les messages anonymes, hein, d'un corbeau en fin de compte qui se trouve par là et qui crée donc de
qui crée beaucoup de tensions. Mardi, alors on est là pour situer, on est dans les derniers jours du séjour de Chayton en Normandie. Mardi 16 août 2022, J-7. Léa leva les yeux vers la pendule. 13h20, bientôt l'heure de réouverture du magasin. Elle se dépêcha de débarrasser la table pendant que Chayton chargeait le lave-vaisselle. Bien qu'elle le devinât tendu à l'extrême et qu'elle assimilât chaque heure à une torture, elle le laisserait aborder le premier, le sujet de leur séparation désormais imminente. Au moment où elle ne s'y attendait plus, elle se préparait à regagner la boutique pour y attendre Samuel, il se redressa. « Léa, reste, je t'en prie. » Redoutait-elle un aveu qu'elle ne saurait entendre? Se vengeait-elle du supplice qu'elle endurait depuis plusieurs jours? L'acharnement du corbeau à son égard mobilisait-il toute son énergie au point qu'elle ne supportait plus rien d'autre? Malgré les yeux tragiques que Chayton posait sur elle, elle se déroba. « Plus tard, je dois ouvrir le café. » « Mais Samuel s'en chargera, ce n'est pas à 5 minutes près. Reste, je te dis. » Lui saisissant le poignet, il la contraignit à s'asseoir. « Écoute-moi, d'abord, je veux que tu saches que je ne repartirai pas avant que cette affaire de message anonyme soit résolue. Je ne te laisserai jamais seule face à un danger. » Il pensait ces paroles rassurantes, elles produisirent l'effet inverse. Pour Léa, elles sonnaient comme un adieu. Elle retint seulement qu'il s'en irait. La semaine prochaine ou la suivante, de toute manière, il s'en irait. Elle s'en doutait, mais espérait encore un miracle. Elle se détesta pour sa naïveté. « Et cette révision d'un procès devant la Cour suprême dont tu m'avais parlé? Tu ne devras pas être rentrée ?» protesta-t-elle d'une voix si voilée de larmes qu'il réalisa combien elle avait mal interprété ses propos et combien ceux-ci pouvaient ressembler à une rupture. Il l'entoura de ses bras, la serra contre lui. « La session est programmée pour le 5 octobre, rien ne presse. Si tu acceptes, on ne restera pas séparés longtemps. Juste le temps que tu obtiennes ton visa et que tu règles tes affaires ici. Que préfères-tu, un avocat pénaliste souvent fauché qui s'efforce de concilier sa culture indienne avec la vie urbaine, ou une pomme juriste dans une multinationale qui t'offrira la belle vie? » Il la mettait à l'épreuve. Si elle le repoussait quand elle apprendrait la vérité à propos d'Hazel, éprouverait-il moins de chagrin et de regret dans le cas où elle choisirait la seconde hypothèse? Il n'en était pas certain. Si elle pardonnait, il était prêt au sacrifice. Pour elle, il se plierait au code de la société anglo-américaine, comme Joseph l'eût fait pour l'amour de Milly. Léa restait calme, encore incrédule, mais ses yeux scintillaient quand elle répondit. « Je préfère l'avocat pénaliste. Ce sera sans doute plus difficile pour moi, mais je t'aime comme tu es, pour ce que tu es. Surtout, ne change rien. » Elle marqua un silence, puis ajouta en riant. « D'ailleurs, je déteste les pommes. » Et elle l'embrassa tendrement. Il s'abandonna à cette plénitude qu'il ressentait à chaque fois qu'il la tenait dans ses bras. Encore une minute, une seule petite minute dans sa chaleur, dans sa douceur, avant l'aveu et peut-être la rupture définitive. Il ferma les yeux, inspira profondément, avec l'impression de jouer son va-tout. « Il faut que tu saches. » La clochette du magasin tinta. Des voix inconnues, puis celle de Samuel. « Je vais voir si elle est là. » Le jeune homme frappa avant d'entrouvrir la porte. « Léa, tu peux venir? Les gendarmes ?» Chayton se demanda s'il devait maudire ou remercier la gendarmerie française. Alors, c'est un point important dans l'histoire. Hein. Tu parles de pommes. Oui, parce que... On est en Normandie, mais bon. Oui, alors pour les Amérindiens, une pomme, c'est un Indien qui vit comme un blanc. C'est-à-dire qu'il est blanc à l'intérieur et rouge à l'extérieur. Voilà, c'était tout. C'est une très belle image. Oui.
Parlons un petit peu, il nous reste quelques 5 minutes, Catherine. Parlons un petit peu donc de ton actualité. Tu vas, je crois, être présente sur plusieurs salons. Le prochain Alors le prochain, c'est Bloody Fleury, qui a lieu... qui a lieu à Fleury-sur-Orne, près de Caen, qui a lieu les 7 et 8 mars. Voilà. Ensuite, ce sera à Grand-Camp-Mézy, le 19 avril. Ensuite, alors le mois de mai, c'est un trou pour moi, ensuite, pour l'instant. Donc, j'aurai aussi Sainte-Mère-Église le 1er juin. Un petit salon aussi que j'aime beaucoup, au Chemin Vert, parce qu'on va vraiment à la rencontre d'un public qui n'a pas l'habitude, d'un public différent. Et puis ensuite, ce sera le salon de Granville au mois de juillet. Voilà. Puis après, on part après les vacances. Voilà, donc si on veut te rencontrer, on peut te voir sur tous ces salons, se faire dédicacer ton livre aussi. Voilà, oui. Et peut-être aussi, peux-tu nous parler de ton activité d'écrivaine en ce moment? Tu as un livre donc en préparation? Alors oui, j'ai un livre qui va, il est prêt à sortir. Moi, je n'ai plus rien à faire. Il va paraître chez France Loisirs. Alors, il s'appelle La sorcière sur la falaise. Et là, on change totalement d'univers. On part à la fin du 19e siècle, début 20e. Et puis, dans un petit village le long des côtes rocheuses du Bessin des falaises. Voilà. D'accord. Est-ce que tu as un site internet ou des réseaux, sur les réseaux, es-tu présente? Je suis présente sur Facebook. Voilà. Voilà, donc on peut me retrouver à Catherine Boissel, auteur. Oui, tu as une page auteur sur Facebook. Oui. Et cette page auteur, vous la retrouverez, chers auditeurs, sur le site aussi, le lien sur le site de l'émission. Avant de nous quitter, je voulais savoir comment on peut obtenir ton livre, Celui qui vient avec l'orage. Alors c'est un livre qui est distribué partout. On peut l'obtenir aussi bien dans les librairies que sur Internet. Voilà. C'est les presses de la Cité, donc c'est Interforum le distributeur, donc il n'y a pas de problème. Vous pouvez le commander parce que c'est quand même un livre qui a 1 an, donc je pense qu'il n'est plus dans les rayons des libraires, sauf exception. Je l'ai vu tout récemment. Ah bon? Chez un libraire, je ne dirais pas lequel, mais oui, je l'ai vu tout récemment sur D'accord. Oui. D'accord. Et je voulais me faire plaisir en lisant un tout petit extrait de ton livre, qui, je trouve, explicite bien, je dirais, le talent que tu as de décrire une situation. Alors je me fais un petit plaisir, n'est-ce pas? Donc on entendait le roulement du train, encore invisible. Il apparut bientôt, grossissant de seconde en seconde. Le train, en provenance de Cherbourg et à destination de Paris-Saint-Lazare, entre en gare. Éloignez-vous de la bordure du quai. Au lieu de reculer, tout le monde se rapprocha. Voilà, j'ai trouvé ça vraiment... C'est du vécu. C'est du vécu, hein. Voilà, c'est ça. Mais il y a plein de situations comme ça que je trouve que en très peu de mots, ça claque. Et je trouve que tu as vraiment ce talent-là, quoi. Voilà, Catherine, il est temps pour nous de rendre l'antenne, chères auditrices, chers auditeurs. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour le 6e numéro de l'Obsédé textuel. Nous recevrons à cette occasion Brigitte Piéfer pour son roman « La Dame d'Alvimar ». Merci de votre fidélité. Merci Catherine. Merci Alain. Bon week-end. Merci surtout... Karine aussi. Merci Karine. Et merci de votre fidélité, chères auditrices, chers auditeurs. Bon week-end. Et surtout, lisez heureux.